Le prix des barrettes de mémoire RAM a considérablement augmenté ces derniers mois, et avec lui, celui de la plupart des appareils qui en utilisent. Et d'après les prévisions, ça devrait continuer à grimper dans les prochaines semaines, avec au mieux une baisse seulement envisagée début 2027. Dans ce contexte un peu tendu, Geekom a décidé de sortir un nouveau mini PC relativement puissant, avec un objectif clair, pouvoir remplacer une grosse tour de bureau, répondre à des tâches exigeantes, sans faire exploser le budget. Salut tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé du Geekom A7 Max, et si ça vous intéresse, restez connectés. Si ce Geekom A7 Max vous intéresse, comme d'habitude, je vous ai mis des liens en description de la vidéo, et j'ai même mis un code promo. Voici le packaging. À l'intérieur, on a le mini PC, un mot de remerciement et le guide d'utilisateur. Voici le mini PC, il est en grande partie en couleur métal. Ses dimensions sont de 133 par 133 par 45,9 mm. Et donc on a un châssis en métal qui peut supporter une pression de 200 kg. Au dos, on a une prise pour l'alimentation. On a deux ports USB 4.0 type C. Et celui de gauche, il est compatible avec la charge pour l'alimentation. On a deux ports HDMI 2.0. On a deux ports Ethernet 2,5 Go. On a un port USB 3.2 Gen 2 type A et un port USB 2.0. Et on a des grilles pour la ventilation. À l'avant, on a 4 ports USB 3.2 Gen 2 type A, un port casque audio 3.5 mm et le bouton d'alimentation. Sur le côté, on a plein de petits trous pour la ventilation. Sur le côté gauche, on a un lecteur de carte SD. Sur le côté droit, on a plein de petits trous pour les ventilations et l'antivol Kensington Lock. Et le dessous, on a 4 patins pour l'adhérence et on a 2 pas de vis pour fixer le mini PC sur un support. Le design de ce Geekom est soigné, la finition est en métal, ça donne une impression de solidité et ça rappelle forcément beaucoup un Apple Mac Mini, une bonne référence à ce niveau-là. Pour accéder à l'intérieur du mini PC et changer des composants comme le SSD ou la mémoire RAM, il faut enlever les 4 patins antidérapants et dévisser les 4 vis. Alors voici l'intérieur, et on voit on a deux petits câbles, le gris et le noir, ce sont les câbles Wi-Fi. Et en fait quand j'ai reçu le mini PC, c'était endommagé, les câbles ne sont pas reliés au module Wi-Fi. Donc du coup j'ai commandé d'autres câbles, ça coûte quelques euros et je vais faire la modification. Mais évidemment vous, si vous avez un problème un jour avec un appareil, faut faire marcher la garantie. Mais moi dans le cadre de mon test, j'ai reçu gratuitement, je me voyais mal attendre je sais pas combien de semaines, voilà. Donc ici ensuite on voit on a 4 vis aussi à retirer dans les angles. Et donc après on peut retirer la plaque en métal. Déjà on observe ici le SSD M.2 sur le côté droit. Et sur le côté gauche on a une unique barrette de RAM de 16 Go DDR5. Mais on a un deuxième emplacement. Donc si on veut on peut rajouter encore 16 Go, ça fait 32 Go. Sinon carrément enlever celle-là, mettre 32 et 32 pour avoir 64 Go de RAM DDR5. Donc je vais enlever le SSD et je vais vous montrer ce qu'on trouve dessous. Et donc juste en dessous du SSD on a le module Wi-Fi. Et donc en fait les deux fils qui étaient sur la plaque, ils auraient dû se connecter ici. Mais on voit, il y en a un, il a le connecteur cassé. Et une fois que c'est cassé, c'est foutu. Faut changer les fils. Mais ça coûte que quelques euros. Du coup, je vais faire la modification et à la place, je vais mettre ceux que j'ai achetés. Donc là, on voit, on a les fils, les antennes Wi-Fi connectées au module Wi-Fi. Et ensuite, on remet le SSD par-dessus. Le Geekom A7 Max est livré avec Windows 11 Pro préinstallé. Il suffit de répondre à quelques questions au premier démarrage pour pouvoir utiliser le PC en quelques minutes. Aucun programme superflu n'est ajouté de base. Si vous avez besoin d'applications, vous pouvez les installer depuis le Microsoft Store ou comme d'habitude sur un PC Windows en les téléchargeant depuis un navigateur web sur des sites internet de confiance. Il est indiqué comme étant compatible avec Linux et notamment Ubuntu. Je n'ai pas eu l'occasion de tester mais j'ai vu l'avis de plusieurs personnes qui mentionnaient une utilisation de Linux sans problème de pilote. Côté BIOS, celui-ci reste assez limité, ce n'est pas le point fort de Geekom. On y retrouve juste les informations de base, la possibilité de changer l'ordre de démarrage et de passer le mini PC en mode silencieux, équilibré ou performant, mais pas beaucoup plus. Ce mini PC Geekom A7 Max est propulsé par un processeur Ryzen 9 7940HS gravé en 4 nanomètres et basé sur l'architecture Zen 4. Il dispose de 8 cœurs et 16 threads et est couplé à 16 Go de mémoire RAM extensible jusqu'à 64 Go. Il embarque également une puce graphique Radeon 780M utilisant l'architecture RDNA 3 qui reste encore aujourd'hui l'une des solutions intégrées les plus puissantes du marché, même si quelques-unes lui sont maintenant supérieures. Cette architecture lui permet d'être plus performante et plus efficace que les générations précédentes d'iGPU, mais aussi que les solutions concurrentes comme l'Intel Iris Xe. En utilisation réelle, le Geekom A7 Max permet une navigation web très fluide, même avec plus de 20 onglets ouverts dans Chrome, et une bureautique confortable, que ce soit Word, Excel, LibreOffice ou d'autres logiciels. La retouche photo est agréable pour des projets de taille moyenne, que ce soit dans Photoshop, Lightroom ou Luminar AI, mais dès que l'on ouvre des fichiers RAW très lourds, avec de nombreux calques, filtres et
et de l'intelligence artificielle, on commence à ressentir les limites de l'IGPU et des 16 Go de RAM avec des temps de traitement un peu plus lents. Côté montage vidéo 4K, le mini PC gère des projets légers à modérés dans DaVinci Resolve, Premiere Pro ou même Vegas Pro, notamment en utilisant des proxys, en limitant le nombre de pistes, les effets complexes et sans recourir à la fonction multicam très gourmande en ressources. Concernant les jeux vidéo, il va même être possible de jouer à des jeux AAA récents, à condition en général de mettre les réglages au minimum. J'ai par exemple pu jouer à Resident Evil 4 Remake, un jeu de 2023. J'ai mis les réglages au minimum, sauf pour l'anti-aliasing que j'ai laissé en FXAA plus TAA et la qualité d'image que j'ai mis à 100%. Mais tout le reste sinon c'était au minimum. J'étais en 720p HD à 36 images par seconde dans la première partie du jeu, dans le village, là où il y a une dizaine de personnes. C'est une vitesse moyenne, à d'autres endroits du jeu c'était plus rapide, mais ça peut être mieux en activant le mode AMD HyperX, mais sans la fonction de super résolution. J'ai pu jouer en moyenne au même endroit en 1080p à 38 images par seconde, en moyenne. Donc c'est vraiment la première partie quand on arrive dans le village, en extérieur, où il y a une dizaine de zombies. En gros, cette différence vient d'une fonctionnalité AMD de doublement d'images, avec ajout d'images générées par intelligence artificielle. Sur Street Fighter 6, un jeu de 2023, avec les réglages au minimum, j'ai pu jouer en 1080p à 60 images par seconde. Avec AMD HyperRX, je n'ai pas noté d'amélioration. Sur Dead or Alive 6, j'ai pu jouer en HD 720p à 52 images par seconde. C'était jouable, pas de souci. La définition est quand même un petit peu faible en 2026. Sur Death Stranding, un AAA de 2019, j'ai pu jouer en 1080p à 28 images par seconde ou en 720p HD à 45 images par seconde. Et avec les fonctionnalités AMD HyperX, mais sans super résolution, j'ai pu jouer en 1080p à 46 images par seconde de moyenne. Et encore une fois, c'était au réglage minimum. J'ai vraiment fait tous les jeux avec quasiment tout le temps les réglages minimum. Je pense que c'est plus simple pour que vous ayez un point de comparaison. J'ai testé aussi GTA V, c'est un vieux jeu de 2013 mais qui reste encore très populaire et pas de souci pour jouer en 2K à 65 images par seconde. Maintenant, il faut que je vous dise un truc. Ce mini PC, il est livré avec une seule barrette de RAM 16 Go, donc elle est en simple canal. Habituellement sur les mini PC, quand on a seulement 16 Go de RAM, c'est plutôt du 2x8 avec deux barrettes de 8 Go, car ça permet d'activer le Dual Channel, double canal, qui permet d'avoir jusqu'à 40% de puissance graphique supplémentaire. Ça veut dire que pour toutes les fonctionnalités, les logiciels, les jeux qui utilisent la puissance graphique, vous allez être bridé par rapport à ce que cette puce peut faire réellement. Donc tout ce que j'ai mentionné juste avant, c'est en utilisation bridée, parce qu'il y a une seule barrette de RAM, et donc si vous ajoutez une deuxième barrette de RAM, identique, ça va vous permettre d'activer le Dual Channel et de gagner jusqu'à 40% de puissance graphique supplémentaire. Ça va vous permettre d'avoir du montage vidéo 4K encore plus fluide et des jeux avec plus de FPS et plus de détails graphiques. Et c'est vrai si vous ajoutez 16 Go de RAM pour porter le total à 32, mais c'est vrai aussi si vous changez la barrette de 16 Go par 2x8. La différence, ça va être que certains logiciels, certains jeux peuvent tirer parti de 32 Go de mémoire RAM par rapport à 16. Donc il va y avoir encore quelques améliorations. Sur la partie CPU par contre, la perte est plus légère, seulement quelques pourcents sur certaines tâches lourdes. Concernant le jeu en rétro gaming, l'appareil est parfaitement adapté. Pas de souci pour les anciennes consoles de jeux 2D. Pour les premières générations de consoles 3D, pas de souci non plus. La N64, Dreamcast, Saturn, PSP. Mais j'ai pu jouer aussi à la GameCube, à la PS2, à la PS3 et à la Nintendo Switch. Quand je teste les jeux en rétro gaming, je laisse les réglages graphiques de base pour que ça soit représentatif du jeu originel. Mais par contre, je peux modifier pour sélectionner OpenCL, Vulkan, DirectX 11, DirectX 12, selon lequel est le plus performant. Et je modifie la définition d'image pour voir jusqu'à quelle définition on peut jouer tout en conservant la cadence d'image du jeu d'origine. Et donc sur GameCube, pour Mario Sunshine, j'ai pu jouer jusqu'en 4K à 25 images par seconde. C'est la vitesse d'origine du jeu. Sur Luigi's Mansion, j'ai pu jouer jusqu'en 4K à 30 FPS. Et sur Zelda The Wind Waker, j'ai pu jouer aussi en 4K à 30 FPS. Pour les trois jeux, la vitesse d'émulation était à 100%. Et d'augmenter la définition en 4K, ça vous permet d'avoir une qualité d'image vraiment meilleure que sur le jeu d'origine. Sur PS2, j'ai pu jouer à Wipeout en 4K à 50 FPS. Et à Dragon Ball Tenkaichi Budokai 3 en 1440p, donc c'est entre le Full HD et la 4K, à 50 images par seconde. Sur PS3, j'ai joué à Tekken 6 en 2K 60 images par seconde. En 4K, j'étais seulement à 50 images par seconde. Sur Castlevania Lord of Shadow 2, j'ai pu jouer en 2K à 30 images par seconde, la vitesse habituelle du jeu. Et enfin pour la Nintendo Switch, j'ai pu jouer à Mario Odyssey en 810p, on va dire que c'est du HD+, c'est entre le 720p et le 1080p, à 60 images par seconde.
secondes. Donc c'est une définition d'image légèrement inférieure à ce que permet la console d'origine. Et sur Hollow Knight, par contre, j'ai pu augmenter la définition en 2K à 60 images par seconde. Donc de tous les jeux testés en rétro gaming, le seul où il a fallu que je baisse un petit peu la définition, c'est Mario Odyssey. Concernant les benchmarks, sur Geekbench 6 CPU, j'ai obtenu 2593 en monocœur et 10088 en multicœur. Sur Cinebench 2024, en simple CPU, j'ai eu 104 et en multi-CPU, j'ai eu 876. Sur PCMark 10, j'ai eu 7902. Sur 3DMark Time Spy, qui est un benchmark pour la partie graphique, j'ai eu 1943. Donc vous voyez à l'écran que c'est un score plutôt faible par rapport au score d'autres appareils avec le même processeur. C'est à cause du bridage de la mémoire RAM. Et sur 3DMark Firestrike, j'ai eu 4684. Encore une fois, c'est un score plutôt assez faible pour ce processeur. J'ai mesuré les vitesses du SSD avec Crystal Disk Mark et j'ai obtenu de bons scores avec 7083,73 mégaoctets secondes en lecture et 6101,09 en écriture. Donc ce sont des vitesses très rapides. En utilisation standard, le mini PC est silencieux. En revanche, lors de tâches lourdes, notamment pour des jeux AAA ou des gros émulateurs, le ventilateur se fait clairement entendre. J'ai mesuré un niveau sonore de 43 décibels à 1 mètre de distance, contre 33 décibels lorsque le PC est éteint, ce qui correspond au bruit ambiant de ma pièce. J'ai effectué un stress test CPU plus GPU pendant 30 minutes. Il s'est terminé sans aucune erreur. Le processeur s'est stabilisé à 78 degrés maximum en charge, ce qui reste très correct. Il y a eu juste un pic éphémère de quelques millisecondes à 85 degrés. Mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est la température maximale de 78 degrés sur la durée. Et on reste loin de la température maximale de 100 degrés préconisée par AMD pour cette puce. Donc c'est très bien. La consommation du CPU a atteint 55 watts l'espace de quelques instants. La consommation totale du mini PC est en moyenne aux alentours de 65 watts avec des pics possibles aux alentours de 90 watts. On a donc affaire à un mini PC efficace qui délivre de bonnes perfs sans faire exploser la facture d'électricité. Côté connectivité, c'est très bien. On retrouve deux ports RJ45 en 2,5 Go, ce qui est idéal pour du stockage réseau ou une connexion filaire ultra rapide. Pour le sans fil, on profite du Wi-Fi 6E. Lors de mes tests, j'ai pu atteindre un débit très solide de 560 mégabits par seconde, mais ma box est limitée au Wi-Fi 6. Donc si vous avez du Wi-Fi 6E chez vous, ça pourrait être encore mieux. Enfin, le Bluetooth 5.2 vient compléter le tableau pour connecter des haut-parleurs, des écouteurs et des manettes de jeu. Pour travailler confortablement, il est possible de connecter jusqu'à 4 écrans en 4K ou alors un écran en 8K. Proposé actuellement à 749 €, ce Geekom A7 Max affiche un tarif qui nous aurait sans doute permis de profiter de 32 Go de mémoire RAM il y a encore quelques mois. Malheureusement, face à l'augmentation spectaculaire du prix de la RAM dans le monde entier, Geekom a dû faire un choix stratégique. Limiter la configuration à 16 Go pour ne pas faire exploser le prix final de la machine. Heureusement, le boîtier reste évolutif, donc rien ne vous empêche d'ajouter une barrette plus tard pour passer le boîtier à 32 Go si vos besoins évoluent, ou si directement vous avez besoin du maximum de performance graphique. J'ai tout de même un code promo de moins 8%, valable pour une durée limitée, ce qui fait tomber le prix à 689 € et vous permet pourquoi pas de financer une partie de cette extension de RAM. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de passer par le lien en description de la vidéo. Ça me permet de toucher une petite commission et vous, ça vous reviendra pas plus cher. En conclusion, ce Geekom A7 Max est un mini PC polyvalent. Il va être performant pour vos loisirs, pour faire de la navigation web avec de nombreux onglets ouverts. Pas de souci non plus pour utiliser les nombreux services de streaming vidéo. Pour travailler sur de la bureautique, il sera se montrer à l'aise et très rapide. Il a d'ailleurs de très nombreux ports et il s'en sortira même très correctement pour de la retouche photo, pour du montage vidéo 4K léger à modéré, pour du rétro gaming et même pour du gaming AAA en limitant la définition et les paramètres graphiques. Il a tout de même un gros défaut, c'est que sa performance graphique sont bridées par l'unique barrette de 16 Go, mais vous pouvez débrider ça en remplaçant la barrette par 2x8 ou en ajoutant 16 Go. Vous pouvez très bien rester à l'utiliser avec une simple barrette de RAM. La partie CPU est très puissante et pour la partie graphique, ça fait le taf pour de nombreux usages, comme vous avez vu dans le test précédemment. Et vraiment, si vous ajoutez une deuxième barrette de RAM, vous avez une petite bête qui tient dans la main. Au niveau des plus, j'ai noté la puce Ryzen 9 puissante, le design soigné et la finition
connexion métal, la connectique riche, la connexion filaire 2x2.5 Go. Il est silencieux en utilisation standard, il est évolutif, il permet de mettre jusqu'à 64 Go de mémoire RAM et 2 Teraoctets de stockage SSD et la garantie 3 ans. Au niveau des moins, j'ai noté que même s'il a une connectique riche, il n'a pas de port Oculink, les perfs graphiques sont limités par la mémoire RAM en simple canal, le bruit du ventilo en charge qui pourra déranger certaines personnes et le BIOS somme toute assez limité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao.